Le balado réalisé en bois vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Réalisé en bois, le balado qui explore les possibilités offertes par le bois dans le monde de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Si vous êtes passionné ou simple curieux de la construction en bois, alors vous êtes au bon endroit. Entre bâtiments de grande hauteur et innovation, le bois s'élève dans cette course. Attendez-vous à découvrir les dernières tendances et les approches innovantes qui transforment l'horizon de nos villes. Bonjour à tous, bienvenue au balado Réalisé en bois. Mon nom est Sébastien Labbé, je suis architecte et cofondateur d'Atelier Vert-Forêt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode qui va s'intéresser à la construction en bois de grande hauteur. Mon premier invité est Sean Kennedy, qui est ingénieur chez Aspect, qui a contribué à plusieurs projets en bois là, au Canada depuis plusieurs années. Il y a aussi une spécialité là, dans la conception de connecteurs pour les bâtiments de grande envergure et tout ça, donc on aura la chance d'en parler avec lui. Également, Simon Adnet, chez Nordic depuis 2013. Simon est un ingénieur formé en France, a travaillé sur plusieurs projets également, des bâtiments en construction en bois. Et finalement, avec nous, on a Christian Dagenet, ingénieur également, puis scientifique leader chez FP Innovation. Christian a développé une expertise là, dans la résistance au feu, puis la sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur, puis les bâtiments en bois, évidemment. Donc, peut-être qu'en guise d'introduction, je pense que, Christian, ce serait intéressant là, de peut-être nous mettre en contexte au niveau de la réglementation. C'est quoi les limites actuelles du code là, pour la construction en bois? Au niveau national, en fait, présentement, la limite est de 12 étages. Construction en bois massif qu'on peut faire. Donc, 12 étages résidentiels ou immeubles à bureaux. Il y a toujours l'option, par contre, d'aller ce qu'on appelle des solutions de rechange. Donc, on peut aller plus haut, plus gros que ce qui est présentement du côté, ce qu'on appelle prescriptif. Et on a, au Québec, sensiblement également les mêmes permissions. Donc, 12 étages de construction massive en bois, ici également au Québec. Et ici, une équipe de conception voudrait, par exemple, justement aller plus haut ou plus gros, toujours l'option de présenter une mesure différente à la régie du bâtiment. Oui. Et la construction en bois de 12 étages, d'ailleurs, c'est un guide, en fait, qui a été fait par la RBQ, qui permet de finalement se fier à ce document-là pour réaliser des bâtiments d'envergure. Est-ce que c'est une mesure qui est différente, qui est préapprouvée, finalement, en ce moment? Oui, c'est un peu l'objectif visé derrière le guide. C'était de développer une solution qui serait, justement, comme tu l'as mentionné, préapprouvée par la régie. Donc, il faut quand même l'amener à la régie au Québec pour le construire. Par contre, on sait que si l'équipe suit ce qui est dedans, le bâtiment va être accepté. Donc, le guide a initialement été développé sur un bâtiment réel qui a été construit à l'époque, le bâtiment à origine à Québec, oui, et a évolué au fil des années. Il y a eu une nouvelle version qui a été sortie en 2022 où là, on a changé des choses, on a harmonisé plus avec ce qui se fait dans le reste du pays pour ce genre de bâtiment-là. Mais c'est exactement comme tu mentionnais là, d'entrée de jeu. Tu suis le guide, tu peux donc le construire. Parfait, merci. Puis, d'ailleurs, une des tours les plus hautes au monde en ce moment mesure 85 mètres, là, est en Norvège. C'est une tour qui est assez impressionnante. Puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut construire des bâtiments avec autant d'étages et tout ça? Je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on veut mettre de l'avant puis qu'on va essayer de répondre là, avec nos experts. Sean, Simon, vous avez, à travers vos expériences, vous avez clairement été confronté à la réglementation qu'on vient de discuter et peut-être même d'autres règlements puis d'autres aspects du code. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment les matériaux ont évolué au cours des dernières années puis comment la réglementation aussi a évolué là, à travers ça? Pour rebondir sur ce que venait de dire Christian, il faut rappeler, puis on oublie ça aussi, là, c'est que pour faire évoluer les codes, ça prend des essais, ça prend des essais scientifiques, mais ça prend aussi des projets. Ouais. Puis quand tu parles avec les RBQ, évidemment, on les remercie pour le travail d'ouverture, puis d'essayer de pousser les limites du code, parce qu'on sait que, particulièrement dans le marché du bois massif, le code est toujours un petit peu en retard par rapport aux demandes du marché. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le bâtiment CSN Fond d'Action
construction, là, qui était quand même un bâtiment de 6 étages, construit en 2009, inauguré, je pense, en 2010. À l'époque, c'était une sacrée innovation. Et pourquoi je parle de ça, c'est que tout simplement, ça prend des projets. Et puis, Christian l'a mentionné, le bâtiment origine de 13 étages à Québec, qui était le bâtiment modèle pour bâtir la première version du guide de l'RBQ, a permis de lancer le pas à ce niveau-là. Donc, principalement, comment elle évolue de mon côté, puis de ce que je comprends par rapport aux instances, c'est à travers des projets, puis c'est à travers de bâtir une base de données pour avancer en apprenant en fonction des projets concrets. Ouais. Et au même titre que les assurances se basent sur des bases de données, les institutions de code doivent se baser sur des bases de données de bâtiments réalisés avec du monitoring, etc., avec les partenaires de l'industrie en général. Pour la recherche, entre autres, avec FP Innovation qui est bien impliqué là-dedans, d'ailleurs. De ton côté, comment tu as vu ça évoluer? Peut-être plus pour répondre au niveau du côté des matériaux. Je pense qu'au Québec, historiquement parlant, on a beaucoup d'épinettes qui sont des petits arbres. Donc, c'était dur de faire des bâtiments de grande hauteur ou de grande portée. Puis avec l'introduction des cols, notamment les adhésifs, là, on a pu créer des matériaux lamelés-collés, le CLT, entre autres, qui ont une plus grande capacité, mais qui permet aussi de créer des sections qui sont plus grandes que ce qu'on avait avant. Oui. Donc ça l'a permis donc d'avoir encore une fois de bâtir plus haut et plus gros. Puis aussi au niveau des assemblages, je pense qu'il y a eu beaucoup de développement. Encore une fois, les cols, les époxys permettent des assemblages qui sont assez résistants. Oui. Puis il y a aussi beaucoup de développement au niveau des assemblages qui sont maintenant dissimulés, donc qui vont être au niveau du feu, par exemple. Ils peuvent apporter une protection au feu par la... Pour ne pas laisser, par exemple, l'acier exposé. Exactement, c'est ça. Ouais. Parfait. Donc, c'est un peu de ces côtés-là. D'ailleurs, le CLT, peut-être pour en parler un peu, c'est un panneau lamelé croisé. C'est donc des planches de bois qui sont collées ensemble puis qui sont entrecroisées. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu. Je pense que le CLT a permis justement d'augmenter la hauteur des bâtiments puis de construire vraiment... Il a permis surtout d'introduire des éléments de planchers structuraux, de dalles de plancher, de toits structuraux, des murs de refonte, des éléments plaques. Comme disait Sean à juste titre, lamellé-collé, c'est pas nouveau. Historiquement, le marché du bois massif, c'est des bâtiments de grande portée. On en fait encore partout dans le monde aujourd'hui. Et puis, il y a eu vraiment le déclic des bâtiments de grande hauteur. Avant d'arriver en hauteur, c'était des bâtiments multi-étagés. Et là, ça a amené complètement une autre approche en termes de bâtiments. Ouais. Et puis effectivement, je parlais de bâtiment CSN Fondation à l'époque. Nous, particulièrement, on ne produisait pas de CLT, donc c'est un bâtiment qui était fait en lamellé-collé avec du platelage lamellé-collé. Et l'introduction du panneau CLT a permis de surélever un petit peu le degré de préfabrication. Et d'arriver pas simplement avec des éléments barres, de poteaux-poutres, contre-rentement, mais des éléments plaques qui permettent justement d'arriver avec une préfabrication au niveau des planchers structuraux, des murs de refend, etc. etc. Donc, en plus de répondre à la résistance au feu. Exactement. Également. Et puis la notion parce que l'intérêt à travers le CLT, c'est d'avoir un travail au niveau bidirectionnel, un gros plywood, entre guillemets, et qui permet d'assurer une transmission des efforts latéraux, qui est pas mal notre quotidien, puis qui est un enjeu principal dans les bâtiments de grande hauteur. Ouais. Et puis tout en garantissant une résistance au feu selon les critères exigés. Parfait. Peut-être qu'à tour de rôle, ce serait intéressant de parler de projets sur lesquels vous avez travaillé, puis sur lesquels vous avez développé des solutions innovantes qui ont permis justement de pouvoir toujours construire plus en hauteur, puis de construire aussi des bâtiments d'envergure. Donc, je ne sais pas si un de vous souhaite commencer à nous parler d'un projet dont vous êtes assez fiers, là, puis qui a permis aussi de lever la barre au niveau de la construction en bois. Je peux peut-être sauter dans la mêlée si... Je peux pas exactement dire le nom du projet présentement parce qu'il est en cours, mais je veux donner comme un exemple, je pense, de où est-ce qu'une solution innovante peut introduire plus de bois dans la solution du bâtiment. Ouais. Par exemple, présentement, avec les murs de contreventement en CLT, les codes, je pense qu'on travaille beaucoup à les développer, mais présentement, à l'heure actuelle, au niveau du système latéral, sont pas très permissifs. Donc, lorsqu'on a des efforts, par exemple, sismiques qui sont relativement importants, ce qui est de plus en plus la norme, à vrai dire, même sur la côte Est, les murs de contreventement en CLT, souvent, ne répondent pas ou deviennent simplement trop coûteux. Donc, dans un des projets qu'on travaille,
On regarde, par exemple, l'introduction de connecteurs spécialisés qui vont apporter, par exemple, plus d'amortissement. On connaît, par exemple, les connecteurs Tectonus qui ont été développés par Pierre Kenville en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple, je pense, d'innovation qui permettent donc d'introduire plus de bois massif dans les constructions présentement. Okay. Super intéressant. C'est un projet sur lequel tu travailles en ce moment. Là. Ça, c'est exactement. En développement à suivre. Exact. Je ne pourrais pas dire le nom. Non, c'est ça, exact. De ton côté, Simon... projet innovant, c'est vrai que le caractère innovant, moi, il y a plusieurs projets. Oui, évidemment. Et je tiens à rappeler, puis il y a quand même un bon pourcentage de projets dans lesquels on travaille, nous, en tant que Nordique, mais aussi tous les acteurs de l'industrie qui sont en dehors du code. Ouais. Et puis les solutions innovantes, le but du jeu, puis je pense que le but, il est commun à tout le monde, c'est pas de réinventer la roue à chaque projet, c'est de bonifier les innovations, de les regrouper, de les combiner pour faire en sorte que le projet soit le plus viable possible, le plus efficace possible, dans un objectif pas forcément d'avoir un projet signature, mais un projet qui va permettre de tracer le chemin pour un futur marché, en permettant de reprendre des innovations. Il y en a plusieurs. Il y a le bâtiment d'origine de Québec, on en a parlé, qui était vraiment un projet démonstrateur où il y avait une forte volonté de démontrer qu'on pouvait utiliser de manière très, très importante le matériau bois, que ce soit au niveau des poteaux des poutres, au niveau des murs de refend, au niveau des murs extérieurs porteurs d'enveloppes. Oui. Mais il faut rappeler aussi que puis c'est le sujet fondamental des bâtiments de grande hauteur, on n'est pas là pour mettre du bois partout. On est là pour mettre du bois là où c'est efficace. La règle de base que j'ai très vite appris en commençant dans le bois massif, c'est que le bois, s'il y a une chose qui aime pas trop, c'est concentrer les efforts à une même place. Donc, on va essayer de répartir les efforts. Et quand, justement, on est dans le bâtiment de grande hauteur, je pense que l'avenir, ça va être dans les systèmes hybrides. On voit, tu l'as mentionné, hein, les projets en Finlande, des projets... si je peux en mentionner un assez récent, c'est le projet de 11 étages de Limberlost à Toronto, George Brown College, avec Moriyama, Teshima Architect, et puis Fastenep au niveau de la structure. C'est la structure... Il y a plusieurs volets innovants dans ce projet-là, mais par rapport à tout ce qui est stabilité latérale, c'est un cadre de frame en acier qui vient stabiliser la bâtisse. Et après, on a un système de plancher collaborant bois-béton au niveau des... Puis là, voilà, tout est regroupé au niveau de la préfabrication. Parce que quand on monte, on va en parler, je pense, un peu plus tard. Mais c'est innover pas simplement au niveau technique, c'est pas simplement au niveau réglementaire, mais c'est innover aussi dans son ensemble. Le bois, historiquement, on était une petite partie du bâtiment, on était vraiment le système d'une structure de gymnase, d'une structure de piscine. Aujourd'hui, on commence à être le lot principal du bâtiment. Donc, ça veut dire qu'on commence à toucher, à avoir beaucoup plus d'interactions avec l'enveloppe, avec les systèmes de contre-rentement, avec l'acoustique, avec la mécanique. Et si on n'avance pas tous ensemble au niveau de la préfabrication, on n'arrivera pas à un résultat qui sera concluant. Donc voilà, pour répondre clairement à ta question en tant que telle, le projet Limberlost, il était innovant à ce niveau-là. Mais on en a quand même pas mal de projets innovants. Ceci étant dit, il faut innover pour avancer. Et puis c'est le but de tout le monde ici. Là. Christian, tu as sûrement collaboré aussi avec... Oui, c'est ce que j'allais rajouter. C'est sûr que moi, du côté recherche, j'ai pas des projets que le public va voir nécessairement, les immeubles. Mais au niveau recherche, les choses qu'on a fait, c'est d'essayer de développer des méthodologies, trouver des solutions qui, après ça, l'ensemble de l'industrie de la construction peut utiliser pour réaliser leur bâtiment. Donc, développer les méthodes de calcul pour le CLT, réaliser des essais de démonstration pour convaincre les autorités ou les services incendies que les solutions sont acceptables, sont sécuritaires. Donc, à diverses étapes, dans le fond, dans le processus, en amont, oui, beaucoup plus axé sur le niveau réglementaire. Mais après ça, un peu comme Simon mentionnait, les assureurs. Donc, il faut travailler avec les assureurs aussi. Et ultimement, l'assurance chantier est quelque chose qu'on entend régulièrement. À un certain moment, quand on a eu le mouvement de la construction en hauteur, là, l'aspect sécurité incendie a vite fait surface. Et peu de temps après, c'est devenu mais dégâts d'eau. Donc là, comme le feu était plus important, ce qui est correct. Mais donc, c'est plein de petits aspects ça a été éventuellement. démontré que le bois, finalement, était capable de résister. Exact. Puis, Donc,
ultimement, c'est tout le temps des petites problématiques, des fois, qui vont sortir, mais dépendant à qui tu parles, chacun a ses craintes ou ses questionnements qui sont à adresser un après l'autre. Puis dans la recherche et tout ça, justement, pour la démonstration de la sécurité incendie, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous élaborer un petit peu là-dessus? Est-ce des formes de progrès que tu as vues, des solutions là, que tu as pu apporter à travers tout ça? Bien, on a fait beaucoup de démonstrations. En fait, on a fait beaucoup de tests pour développer des méthodes de calcul. Donc, exemple, le CLT, il a fallu tester depuis 2011 qu'on a testé les panneaux CLT pour essayer de comprendre leur comportement au feu. Oui. Ça n'a pas pris tout ce temps-là pour le comprendre. Là, on l'a compris même assez vite. Mais venir développer les méthodes de calcul, l'implanter dans les normes pour qu'après ça soit reconnu dans le cas du bâtiment, etc. Par la suite, une fois que ça, c'est dedans, c'est bien, c'est correct, mais ça donne la conception pour un élément. Donc là, c'était de voir comment, une fois qu'on l'intègre en système, en bâtiment, comment ça se comporte. On parlait de construire un bâtiment en bois massif. On veut voir du bois, en quelque sorte, pas nécessairement partout, aux bons endroits. Donc là, en exposant le bois, on crée un peu plus de charge combustible potentielle. Les services d'incendie veulent savoir c'est quoi l'effet, comment est-ce que je réponds dans un bâtiment qui est comme ça. Donc, c'était de faire ce qu'on appelle des feux de démonstration avec eux. C'est eux qui s'équipent, ils vont dedans. Nous, on reste du côté laboratoire et on regarde et ils vont faire leur investigation et ça les convainc que, OK, je comprends, ça performe de même. Donc, moi, je peux adapter mes techniques en conséquence d'intervention, etc. Donc, tout au long de la chaîne de valeur, dans le fond, d'approbation réglementaire, c'est de démontrer à tout le monde, à petite, moyenne ou grande échelle, comment est-ce que ça se comporte, comment ça se développe et que tout le monde, ultimement, se sente en sécurité. Puis ce qu'on veut, c'est voir du bois apparent dans les bâtiments aussi. Exact. Quelque chose qui est une demande qui est vraiment très importante. Puis qui comme architecte aussi, on apprécie beaucoup de voir, comme pas juste les architectes, je pense que tout le monde apprécie voir le bois. On connaît les propriétés biophiliques et tout ça du bois, donc on veut l'exposer. Chante, t'allais dire quelque chose? J'allais juste rajouter, parce que nous, en tant que concepteurs, on a souvent beaucoup ce type de questions-là. Surtout si on va en mesure alternative. Donc, combien on peut exposer de surface de bois, par exemple. Puis il y a aussi une grande question, je pense, au niveau des connecteurs et des assemblages. Comment est-ce qu'ils performent en situation de feu? Donc, c'est là où est-ce que le travail de Christian vient vraiment nous aider puis nous supporter. Absolument. Non, parce que tu as raison, en fait, parce que le bois, bon, il a évolué en fonction des conditions climatiques, etc., etc. Mais ce qui a surtout évolué, c'est tout ce qui est adhésif, tout ce qui est connecteur, tout ce qui gravite autour du bois. À l'époque, quand on avait à franchir une portée de 60 mètres, tu faisais des énormes beams d'une très grosse longueur, mais maintenant qu'on contrôle beaucoup mieux les assemblages, que ce soit en termes de résistance et comportement mécanique, mais aussi en termes de protection au feu par le bois. Ça permet d'aller plus loin et d'être de plus en plus efficace. Là. Donc, raffiner, puis aussi de peut-être optimiser les bâtiments pour réduire la quantité de bois utilisé ou en tout cas. Exactement. On parlait tout à l'heure de la préfabrication. Je pense que c'est un élément vraiment important. Puis c'est une technique très efficace qui est en développement d'ailleurs au Québec. Là, beaucoup de recherches au sujet de la préfabrication. Qu'est-ce qui fait que la préfabrication permet de construire en hauteur, là, puis qu'est-ce qui fait que ça contribue vraiment à faire évoluer les bâtiments en bois au Québec? Est-ce que vous avez... C'est sûr que la préfabrication, en fait, après, je vais laisser ceux qui sont vraiment plus les mains dedans, là, mais permet d'accélérer beaucoup la cadence de construction. Réduire les déchets sur chantier, les risques. Là, on revient aux assureurs. Donc, plus tu réduis ton échéancier de construction, moins la prime va te coûter cher en bout de ligne, moins tu as de risque qu'il se passe un dommage quelconque, un incident. Donc, ça permet ça. Et la préfabrication, là, encore là, c'est large. C'est un élément jusqu'à un système, jusqu'à un modulaire. Donc, et le bois est quand même beaucoup plus léger que les autres matériaux plus traditionnels. Donc, lever les éléments modulaires ou autres, les placer en sentier, c'est plus rapide, plus efficace de y aller en bois. Puis surtout, c'est pas... Quand on parle de préfabrication, il faut que tout le monde avance dans le même sens. Donc,
c'est pas rare d'avoir une structure en bois qui se monte très rapidement. T'as beau prévenir tous les acteurs, mais si, ça se monte rapidement. Ouais. Mais derrière, c'est pas forcément le cas de l'enveloppe, etc. Donc, il faut que le niveau de préfabrication il soit amené à toutes les composantes majeures dans le bâtiment et pas simplement au niveau de la structure. Tu parlais tout à l'heure, Christian, de la gestion de l'eau en chantier, par exemple. Donc, plus tu montes en hauteur, plus tu peux avoir peut-être un potentiel de durée d'exposition prolongée. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Puis, il y a plusieurs approches. Il y a les approches de dire, regarde, c'est un bâtiment de 12 étages, tu vas faire une étanchéité complète limite définitive au bout du 6e étage, à partir du moment où ton enveloppe elle suit. Donc c'est là où je pense qu'on a encore un pas à franchir. Là on parle de préfabrication, il y a une modulaire qui a pas mal le vent dans les voiles actuellement, mais c'est aussi au niveau de l'enveloppe et de toutes les composantes d'un projet. Oui, vraiment. Puis aussi, je pense que peut-être un petit point que je veux rajouter, c'est que typiquement les bâtiments de grande hauteur sont construits plutôt en zone où est-ce qu'il y a beaucoup de densité. Donc, la préfabrication, comme on le mentionnait, ça amène une construction qui est plus rapide. Donc, l'impact au niveau des communautés ou des gens autour est beaucoup moins grande. Je pense qu'on l'a mentionné, mais ça, la qualité, la gestion de l'eau, c'est toujours des points qui reviennent. Puis, on a souvent aussi besoin de plus petites équipes. C'est plus sécuritaire sur les chantiers. Donc, je pense que ça fait beaucoup de sens pour la construction de grande hauteur. Ouais, puis quand tu parles de densité, ça amène des enjeux, des défis au niveau logistique. Ouais. Généralement, donc, un bâtiment de grande hauteur, il n'est pas planté au niveau d'un champ libre. Là, il doit être intégré, puis c'est le travail justement des architectes. On en parle aujourd'hui. Est-ce qu'il faut bâtir toujours de grande hauteur, ça fait partie ou alors revenir sur des principes, et puis tu es bien placé pour le savoir au niveau d'architecture, d'aménagement du territoire. Et donc tout ça pour dire que est-ce que, premièrement, d'un point de vue fabricant, il faut comprendre qu'il n'y a pas une course forcément à aller dans les bâtiments de grande hauteur. Puis tout à l'heure, on se demandait, on parle de grande hauteur, mais c'est quoi la définition qu'on donne de bâtiment de grande hauteur à chaque... La mienne, c'est 7 à 12 étages vis-à-vis de la réglementation, comme disait Christian, en vigueur actuellement. C'est en tant on essaie de mettre, puis d'attaquer les marchés, d'être de plus en plus présents sur des marchés où on considère comme des sweet spots. Donc actuellement, pour moi, c'est 5 à 12 étages. Donc ça n'empêche pas de développer des marchés plus gros, des bâtiments, il y a des demandes pour ça. Et puis justement, on se base sur les réalisations précédentes. On se base aussi, puis Christian, t'es bien placé pour le savoir, au niveau de tout ce qui se fait dans le reste du monde, à travers notamment des congrès comme Woodrise, où on essaie d'avancer ensemble. On a tous les mêmes problématiques de sécurité incendie, tous les mêmes problématiques de préfabrication, de coût de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, de gestion de l'eau. Donc ça, l'idée, puis on en parlait tout à l'heure de l'harmonisation des codes. L'idée derrière ça, c'est d'avancer tous ensemble et pas simplement d'aller à la course. On va réaliser le bâtiment le plus haut au monde. Je pense que ça fait partie du jeu, mais l'idée c'est de mettre les efforts à la bonne place puis de faire avancer le tout. Comment la réglementation est amenée finalement à évoluer par rapport à cette préfabrication-là ou encore par rapport à toute la réglementation qui est... Qu'est-ce que qui peut permettre un peu la construction en hauteur en bois massif. Exact. Christian peut sûrement écoute, parler pour parler un peu comme ce que Simon mentionnait, le fait de collaborer, d'avoir un réseautage international nous permet aussi de voir comment d'autres positionnent, c'est quoi leur problématique pour ultimement se rendre compte qu'on n'est pas différents. Ouais. Mais c'est amener des solutions et ce qu'on voit, c'est tranquillement aussi plus ce qu'on appelle une conception par performance. Donc, arrêter de catégoriser par matériaux. Combustible et incombustible. Est-ce que tu veux acheter une maison qui brûle ou qui ne brûlera pas? C'est un peu péjoratif. Donc, y aller par performance, qu'est-ce qu'il faut que tu démontres et conçois. Au même titre, par exemple, que calcul structural, on ne dira pas « mets une colonne à tant de distance et de telle grosseur. Voici les charges, conçois ta structure. » Donc, même chose pour le reste de l'enveloppe du bâtiment. Donc, moi, voir les tendances internationales, les Américains permettent un peu plus en hauteur. Nous, c'est en train de suivre tranquillement, pas vite. Il y a des mouvements qui se mettent pour accélérer l'implantation des règles américaines. Conception par performance. Donc, c'est vers là que je le vois que ça va se diriger. Donc, arrêter de catégoriser les matériaux et y aller plus par
critères de performance. C'est intéressant. Si je peux ajouter à ça, je pense que c'est ça, les codes s'en vont dans une direction où est-ce que... En tout cas, on espère que la construction en bois massif soit plus permissive, c'est-à-dire qu'on puisse bâtir plus haut sans avoir recours à des mesures alternatives, par exemple, mais aussi au niveau du degré d'exposition des matériaux qu'on va pouvoir avoir dans ces constructions-là. Je pense qu'un deuxième point où est-ce que la réglementation va vraiment aider la construction en bois massif, c'est au niveau de l'empreinte carbone. On en a beaucoup parlé dans le forum bas carbone. Puis, j'ai l'impression que du moment qu'on va avoir des limitations en termes de nombre ou de kilogrammes de carbone dans nos bâtiments, le bois va devenir pas la solution de facto, mais elle va être très avantageuse. Puis c'est pas forcément le bois, mais ça va être aussi peut-être des solutions hybrides. Donc là, je pense que c'est aussi à ce niveau-là que ça peut nous aider. Oui. Puis pour enchérir là-dessus, c'est souvent une question de perception. Quand on est amené à partir d'un projet depuis une page blanche, depuis des sketchs plus avancés avec des architectes, et puis qu'on arrive au niveau réglementation, au niveau perception, au niveau besoin de mesures différentes, solutions alternatives. T'as toujours un travail au niveau de la perception à avoir, parce que ça peut faire peur aux donneurs d'ouvrage, aux clients, aux promoteurs. Mais alors que c'est tout le contraire. Les instances, la RBQ en premier, est là, puis nous l'a toujours dit depuis le début, on est là pour avancer l'agenda tous ensemble. Il faut nous faire intervenir le plus tôt possible dans le processus pour casser cette perception-là. Parce que voilà, les bâtisseurs, les promoteurs actuellement, quand tu leur parles de bâtiments grande hauteur, ah, mais moi je peux pas faire plus de 7 à 12 étages. Alors si je fais plus de 7 étages, je suis complètement encapsulé. Première réaction, le bois, je veux le voir. Et puis, mais c'est de leur faire comprendre que tu as des chemins qui sont possibles avec une industrie qui a avancé. Elle avance jamais vite, mais elle avance. Et c'est une question de perception. Et aujourd'hui, encore une fois, le code, il est ce qu'il est, mais il y a beaucoup de bâtiments ces 3 dernières années qui ont eu des solutions alternatives avec un degré d'exposition du bois supérieur à ce que présente actuellement le guide. Et c'est là qu'il faut... Nous, on est là pour pas trop tirer sur l'élastique, mais pour ramener un peu à quelque chose d'ambitieux et réalisable, sans pour autant courir sur des bâtiments de 30 étages. Donc, je pense que c'est vraiment important de travailler sur l'aspect perception, et pas simplement donner l'impression que c'est une montagne à franchir en termes de réglementation puis d'administratif au final, et qui peut impacter au niveau du délai de réalisation du projet. Si je peux rajouter, en fait, c'est un peu comme on parlait quand on a parlé du bâtiment Fondation qui était dans un des premiers à se construire à ce niveau d'étage-là, à 6 étages. C'est essentiellement l'évolution de la réglementation va suivre les projets de démonstration qui vont se réaliser. Donc, ceux qui vont toujours vouloir pousser un petit peu plus, les champions bois qui vont vouloir aller un petit peu plus haut, plus gros, différents, qui veulent se différencier de qu'est-ce qui est permis, si on veut, c'est ça qui va faire continuer à sécuriser, à démontrer que c'est faisable, c'est viable, c'est économique et, ultimement, va devenir codifié et pouvoir être répétable. Vraiment intéressant. Est-ce que, peut-être aussi, tu as mentionné la question de l'encapsulation. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui vaudrait la peine de démystifier, peut-être pour le public qui connaît peut-être pas nécessairement ce terme-là. On parle finalement de pouvoir exposer certains murs, mais aussi de fermer en compartiment là, Je vous laisse élaborer là-dessus, peut-être. En fait, le concept d'encapsulation est venu avec l'introduction de la construction massive en bois dans le Code 2020, qui était dans le guide, qui est dans le guide de la Régie 2022. En fait, l'objectif, c'est de protéger la structure pendant une certaine durée donnée. Et par essai, ce qu'on voyait, c'est qu'un feu résidentiel, c'est de l'ordre de 45-50 minutes avant que le feu est en fin de vie. Ouais. Donc, protéger pendant 50 minutes nous permettait de couvrir un ensemble de scénarios résidentiels par rapport à ça. Et laisser certaines parties exposées avec les autres toutes protégées vient limiter l'apport potentiel de contribution de combustion du bois pour être capable d'arriver avec des scénarios où le feu va s'éteindre de lui-même. Donc, c'est un peu l'idée de l'encapsulation
qui est implanté maintenant. Qui est présent dans le guide de 12 étages, d'ailleurs, de la RBQ. Exact. Donc, il y a un point à démystifier aussi. Il y a souvent un amalgame entre résistance au feu et encapsulation. Et donc, la degré de résistance au feu, bon, juste pour le rappeler, soit il est abordé au sein de la structure en tant que telle, qui est dimensionnée, notamment en termes de section, en termes de connexion, de protection des assemblages. Et donc, c'est vraiment l'aspect degré de résistance au feu. Et là, c'est la force du matériau bois. On le sait, à partir du moment où il y a une résistance au feu, le matériau bois massif a vraiment une solution à apporter en travaillant au niveau des connecteurs, du dimensionnement, au niveau des techniques d'assemblage. L'encapsulation, c'est complètement différent. C'est combien de bois tu peux laisser apparent et donc, il y a souvent un amalgame entre les deux. Les gens pensent que l'encapsulation, ça répond à la résistance au feu exigée. Mais c'est pas ça. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut le rappeler aussi. L'encapsulation, en fait, vient à limiter la combustion des éléments et la résistance au feu vient à aider au niveau de la résistance structurelle. Donc, ultimement, l'encapsulation va fournir une partie de la résistance au feu, mais c'est vraiment deux concepts différents, ce qui fait que les temps assignés en minutes qu'on a dans le code sont différents. Donc, c'est ça qui explique que les critères et les buts visés sont différents. Parfait. Mais je pense que ça mériterait d'être... Tout en pouvant être combinés. Ouais. Exact. Je ne sais pas, avant de terminer, si vous souhaitiez parler d'un autre projet ou une autre forme d'innovation que vous avez envie de partager, là, peut-être avant de conclure. Que je vais justement avoir la chance de présenter un projet sur lequel on a participé au Portugal, donc qui est le Guimarães, le BNB Guimarães, où est-ce qu'on a utilisé la technologie de construction Cree, donc qui est un système de préfabrication qui a été développé en Autriche, notamment. Puis là, c'est vraiment un système qui est intéressant parce qu'il englobe plusieurs facettes d'un bâtiment, donc la structure, bien évidemment, mais aussi, on parlait de l'enveloppe et de la façade, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est important, surtout dans la construction en bois, parce que le plus vite on érige la structure, le plus vite qu'on la protège, on a un meilleur contrôle au niveau de l'humidité et de l'eau en chantier. Donc là, justement, ce système-là, il va combiner façades préfabriquées, puis aussi des panneaux de plancher, des dalles hybrides, donc ils vont souvent avoir recours à des poutres laminées collées, par exemple, ou même des panneaux CLT, combinés à une chape de béton qui vont être collaborants. Donc là, les deux matériaux vont être liés. Juste structurellement. Exactement, c'est ça. Puis là, ça va permettre de réduire le volume de matériel tout en ayant des plus longues portées. Oui. Donc, c'est vraiment un système qui est très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Génial. Ben, un des projets, en fait, deux projets sur lesquels, là, nous, on va compléter, qui va avoir, j'ose croire, un impact important, va être tout sur les connecteurs. Donc, ce que Sean mentionnait tout à l'heure. Présentement, les règles nous amènent à surdimensionner les éléments pour protéger les connecteurs métalliques contre la chaleur et tout, mais reste que un élément métallique peut avoir une certaine chaleur. Donc, c'est de revoir un peu ça pour essayer d'optimiser et d'être capable de revenir aux principes fondamentaux pour faciliter les conceptions des attaches. Et par la suite, par rapport à ce que je vais présenter demain, donc avec les feux de démonstration, nous, on a ramené des éléments brûlés, des essais de feu qu'on a fait. Et on travaille sur la réhabilitation structurelle après incendie. Donc, en réponse aux assureurs, comme on mentionnait tout à l'heure. Donc, développer des méthodes de réhabilitation, comment est-ce qu'on évalue le niveau de dommages, comment est-ce qu'on les répare et qu'est-ce qu'on répare, donc au niveau flexion, compression pour les murs, etc. OK. Donc, à suivre au cours des prochaines années. On exact. va à suivre chez FP Innovation. Merci, Christian. Merci, Simon. Merci, Sean, pour votre présence et pour avoir répondu à mes questions. Puis pour vous, chers auditeurs, on se retrouve dans un prochain épisode de Réaliser en bois. Merci. Merci. C'est bon? Merci.